Projet Mégaphone vous présente sa 12e balado-diffusion intitulée « À la découverte de l'agroécologie, saison La sphère de l'emploi ». Cette série est issue des ateliers avec les jeunes de la sphère de l'emploi de Rimouski et M. Louis Drainville, agronome et biologiste. Son entreprise s'intéresse à la recherche en agroécologie. La sphère a pour mission d'offrir un service d'accompagnement complet et centré sur l'individu aux personnes des MRC de Rimouski-Neigette et de la Métis afin de les aider à se développer sur les plans tant professionnels et scolaires que personnels. C'est toute une équipe qui les soutient afin qu'elles atteignent leur plein potentiel et trouvent un réel sens à leur vie. Ensemble, nous explorons la question de l'agriculture écologique entre savoir scientifique et savoir expérientiel. Yeah! Aussi, tu as fait dire expérimentaire. Ça marche-tu, là? Oui. Ça marche? Colombe Saint-Pierre, chef propriétaire parce que mon chum est avec moi, copropriétaire du restaurant chez Saint-Pierre et de la cantine côtière Saint-Fabien. Salut, moi c'est Anthony. Salut, moi c'est Alexandre. Salut, moi c'est Gaël. Allô, moi c'est Claude. Alors, on est en enregistrement, OK, mon chum? Je t'aime, j'ai dit copropriétaire, je t'ai pas oublié. Mais moi, je suis l'artiste, tu sais. Lui, c'est le gestionnaire. Parce que là, un artiste, il faut un gestionnaire. Puis dans la vie, c'est important de savoir où est-ce que tu te situes, puis c'est comme ça que tu réussis. Bonjour, ici Sophie et Anne-Marie. Nous sommes fiers de vous présenter cet épisode spécial Entrevue avec la chef Colombe Saint-Pierre. On a eu la confirmation il y a quelques jours. La chef a accepté de nous rencontrer dans le cadre de notre balado avec la sphère. Alexandre, Anthony, Gaël et Chloé descendent de la camionnette devant le resto au Bic où on s'était donné rendez-vous. On a préparé 2 questions pour Colombe, et quelques sous-questions, une concernant l'autonomie alimentaire et l'autre concernant l'agroécologie. On sait qu'on a 15 minutes avec la chef. On se briefe, on se prépare, on relit nos questions, puis l'escouade Mégaphone La Sphère entre dans le restaurant gastronomique chez Saint-Pierre. Bon, la première question, c'est quoi l'autonomie alimentaire? Ça correspond à quelle valeur et comment est-ce lié à ce métier? En fait, c'est un vieux concept. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je milite depuis 20 ans pour qu'on acquiert de plus en plus d'autonomie parce que avec la mondialisation, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis énormément de produits disponibles à longueur d'année. Donc, on a fait le choix finalement de perdre en autonomie parce qu'on avait cet autre choix-là d'importer énormément de produits. Ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas retravaillé sur notre autonomie. Mais tu sais, tu parles début des années 1900, il y avait pas moyen d'avoir des produits qui venaient d'ailleurs. Puis, tu sais, c'était beaucoup plus difficile. Donc, les gens étaient autonomes, ils n'avaient pas le choix. Puis, il faut réfléchir aux faits, parce que l'autonomie, dépendamment de où tu te situes, sur quel territoire, elle veut dire différentes choses. Parce qu'au Québec, en fait, on est un pays nordique. Donc, on peut être autonome à 100% dans une période de production. Si on parle d'agriculture, par exemple, on a, tu sais, environ 5 mois pour s'autosuffire, mais à l'année. Donc, on a perdu beaucoup de réflexes comme la conservation, les caveaux. Si on parle de légumes, par exemple, mais on pourrait parler de produits marins aussi, tu sais, les conserves. Tu sais, on transforme beaucoup, là, aujourd'hui, c'est redevenu à la mode, mais les lactofermentations, tu sais, du chou, tu sais, qu'on met avec des pourcentages de sel, qu'on laisse travailler, ça permet de donner une vie beaucoup plus longue, tu sais, que ce soit au niveau des légumes ou des poissons, fruits de mer, le séchage, le fumage. Ça, quand tu penses aux gens qui étaient là avant nous, aux Premières Nations, ils ont développé énormément de techniques d'autonomie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis là, on peut aller même plus loin que ça, parler d'autonomie, tu sais, dans des endroits où il fait 6 mois de nuit par année, puis 6 mois de jour. Ça, c'est des enjeux encore plus grands, tu sais. Ce qu'on s'est rendu compte, puis ça, c'est très drôle, mais pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on s'était énormément fragilisé parce que on a vu vraiment des bris de réseaux de distribution. Et puis, on s'est rendu compte que, ma foi, on dépend des autres.
On dépend des autres sur certains produits dont, selon moi, on ne devrait pas. Parce que le Québec, et par extension le Canada, c'est un territoire immense. On fait partie des nouveaux climats tempérés. On a de l'eau potable, on a des terres, on a des poissons encore. Donc, on a un territoire extrêmement riche. Et sachez que je milite depuis une dizaine d'années pour un collectif qui s'appelle Manger notre Saint-Laurent, qui, lui, travaille à la réappropriation des produits marins pour le consommateur québécois. Parce qu'on s'est rendu compte, un constat un peu accablant, que les Québécois, les poissons qu'on mange sont à 80% importés. Et 80% des poissons, entre 80 et 90% des poissons que nous, on pêche ici, sont exportés. Et puis, aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec tout ce qu'on constate au niveau de la fragilité des cycles de la nature, ça devient de plus en plus important d'opter pour des valeurs d'autonomie alimentaire. Puis là, je les nomme en même temps que je vous explique, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi. C'est des valeurs aussi, c'est des valeurs éthiques. C'est d'éviter de transporter des produits. Quand ces produits-là sont disponibles chez toi, tu sais, ça sert à quoi? Puis, je veux dire, exactement. Ben oui, en fait, tu dis ça à n'importe quel enfant de 4 ans, puis il trouve ça bizarre. Le modèle est basé sur le capitalisme. Et le capitalisme, c'est ça qui le fait. Il nous a fait perdre beaucoup d'autonomie. Et ce modèle-là, dans l'état actuel des choses, il est à revisiter. Parce qu'il a vu le bout de ses capacités. Fait que là, il faut un peu réinventer un modèle. Puis, de ce modèle de saine gestion de nos ressources, par exemple, l'autonomie, mais ça devient la meilleure réponse. On s'est ensuite demandé concrètement dans un menu, qu'est-ce que ça devient l'autonomie alimentaire? C'est ce qui est vraiment impressionnant et c'est ce qui a fait en sorte que ça m'a donné vraiment le goût d'aller beaucoup plus loin dans la question de l'autonomie. C'est que pour moi, ça venait de soi, de servir aux gens ce que mon territoire produisait. Chez moi, tu sais, on élevait des poules, on avait des œufs, mon père était gardien de phare, on était autosuffisante, c'est comme sur une île. T'sais. Fait que ça m'a donné quand même une base de réflexion de comment on peut s'en sortir, un peu à l'écart, un peu isolé. T'sais. Puis c'est devenu comme quelque chose de vraiment tout à fait normal pour moi d'arriver ici, puis de pas aller au Costco pour aller me fournir. T'sais. Donc, j'ai travaillé à essayer parce qu'il y a énormément de produits sauvages. Ça, on appelle ça ici, dans mon livre à moi, le naturel sauvage comestible québécois. Toutes les pousses, les pissenlits, tout ce qu'on a arrêté de manger, mais qui pousse de façon naturelle, qui est sans danger non plus, pour qu'on l'extermine, parce qu'il y a toujours... Dans cette portion-là, on parle de champignons, tu sais, les champignons sauvages qui poussent un peu partout, tout ce qui est hors-pain, je pourrais vous nommer des choses qu'on mange plus du tout, le petit oseille, la feuille de marguerite. Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, puis tu sais, c'est drôle parce qu'on n'a pas arrêté d'aller s'acheter de la mesclun, on s'achète de la salade, tu sais, à l'année. Mais puis même dans le temps où on en a de la salade naturelle, tu sais, dans la nature, maintenant, c'est toujours très, très particulier parce qu'il faut protéger en même temps qu'on fait connaître quelque chose. Donc, sur mon menu, énormément de ces produits-là. Comme l'ail des bois. L'ail des bois qu'on a fragilisé énormément et ou la tête de violon, la fougère à l'autruche qu'on a fragilisé aussi. Mais ça, c'est par un manque de connaissances. Parce que on est capable de laisser la nature, de respecter la nature, puis la nature va rester généreuse avec nous si on la respecte, tu sais. Sur un menu, évidemment, j'ai du poisson. J'ai du poisson qui est pêché ici, c'est-à-dire du flétan, on a des bourgots. On a encore un peu de crevettes, mais bon, ça change, hein? Puis c'est ça l'autonomie aussi, c'est d'accepter les changements. Puis d'accepter le fait que les choses peuvent être éphémères. L'autonomie alimentaire, c'est aussi récolter des légumes frais pour l'année et savoir les conserver. Et c'est là, entre autres, que les connaissances se perdent, comme nous dit Colombe.
Et de plus, il faut souligner que c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile, si on parle par exemple des produits marins, à un pêcheur de vendre toute sa production à un seul acheteur que de gérer, tu sais, 500 acheteurs, tu sais. Tout ce qui est grande surface a proposé ce modèle-là. C'est-à-dire, je peux acheter mon papier de toilette puis mon poulet au même endroit. Mais moi, j'ai toujours dit, il y en a forcément un qui fait mal sa job là-dedans parce que tu peux pas être le meilleur fournisseur de papier de toilette et de poulet. Ouais, c'est ça. La chef a décidément l'attention des jeunes. Gaëlle est interpellée par ses propos. Mais c'est pas juste ça aussi, genre, on s'apprend plus, genre, de père en fils, là. Non plus. Beaucoup de pertes au Ça, niveau de c'est la bien. transmission. Et Énormément. le monde était bien plus, était meilleur avant quand Ouais. tu savais tout ce que ton père t'a appris. Oui, mais ça, tu as tellement raison. Puis la transmission, ça a des effets très dévastateurs, hein, parce qu'on repart tout le temps du début. Ouais. Tu sais, la transmission, c'est cumuler des connaissances. Et c'est en cumulant les connaissances qu'on devient des experts dans notre domaine. Connaître les territoires, le sol, où il faut planter, ce sont autant de connaissances qui se transmettent et qui permettent de faire pousser les meilleurs légumes au meilleur endroit. Mais il y a aussi les connaissances de vie. Colombe nous partage un beau souvenir. Tu sais, moi j'ai eu un mentor qui m'a mis en garde de choses que lui avait vécues un peu, qui lui ont fait, tu sais, un peu mal, tu sais. Par rapport, par exemple, à ses enfants. Tu sais, moi, j'ai eu 3 enfants. Lui, il a travaillé en restauration toute sa vie. Il n'a pas connu son fils. Il m'a dit, fais attention à ça, parce qu'on travaille beaucoup d'heures par jour. Puis il dit, à un moment donné, à 18 ans, son fils, il lui a dit, t'es qui? Je te connais même pas. Il dit, j'ai aucun souvenir. Tu sais, ça fait mal, ça. Ouais. Mais c'est extraordinaire parce que cet homme-là, puis ça, c'est un conseil plus de vie, là, tu sais, mais des conseils de cuisine, il m'en a donné énormément. Mais un conseil de vie comme ça a vraiment une très grande valeur, tu sais. Puis moi, je reste à côté de mon restaurant. Puis j'ai eu mes 3 enfants, je les ai allaités dans mon restaurant. Tu sais, ils vont à l'école juste ici. Fait que moi, mes filles, ils me connaissent très bien, tu sais. Fait que, tu sais, tu vois, c'est ça. C'est ça l'enseignement, puis c'est ça la transmission. On voit le temps filer, on a largement dépassé notre 15 minutes. Anthony pose la question sur l'agroécologie. La deuxième question, c'est pour vous, qu'est-ce que l'agroécologie? Puis comment, dans la pratique de votre métier, vous prenez en compte les facteurs environnementaux et sociaux? Moi, dans l'agroécologie, je vois beaucoup, plein de petits ensemble que ça fait un agro. Tu sais, on le sait, moi, j'ai milité beaucoup contre les méga porcheries. Tu sais, de mettre 10 000 Ouais, porcs ouais. sur dans le même Un peu. périmètre fait en sorte que ça cause des dommages irréparables. La nature n'a pas le temps de se régénérer. Les rivières non plus, puis bon, la nappe phréatique, puis les mythes, là. Donc, plusieurs petits producteurs peuvent arriver à un chiffre de 10 000, Ouais, c'est ça. mais d'espacer, c'est-à-dire de rendre à taille, puis à taille humaine aussi, ce qu'on gagne, c'est une certaine qualité, que ce soit de vie, mais qualité aussi de production. Parce que quand t'es dans l'agro, big, gros tout le temps, t'es obligé d'avoir recours à ce qui est surnaturel pour arriver à produire. Donc, on l'a vu dans le cas, par exemple, tu sais, là, c'est un petit peu plus sauvage, mais tu sais, dans le cas du poisson, quand pendant des années, on a laissé des bateaux-usines, tu sais, de la morue ici, il y en avait, là. Ouais, Des bateaux-usines pendant des bateaux russes, portugais qui venaient s'installer dans le Golfe, qui restaient un an, et ça sortait de la morue ouais. à côté. Puis je veux dire, d'entendre un filet de je sais pas combien de milliers de tonnes de morue, là, tomber d'une cale à bateau, là, pour vrai, c'est inhumain. Tu le vois, puis tu dis, OK, ça peut pas durer, ça. Non, C'est non, pas normal. C'est pas normal. Tu sais, on est loin du petit pêcheur, là, tu sais, Ouais, avec c'est sa ça. canne, là. Fait que c'est même plus... en fait, on devrait même plus devoir militer pour ça. Tu sais, dans l'agroécologie, il y a beaucoup
de ce mouvement-là qui a été entamé ici au Québec, qui est la production artisanale. Tu sais, on s'est mis à faire de la bière, on s'est mis à faire des fromages, mais tu sais, c'est correct, il peut y avoir des saputos. Mais les petits producteurs, mais là, il y a un frein énorme là, à cette production artisanale-là, et c'est le modèle. Parce qu'un petit producteur de fromage doit respecter les mêmes normes qu'un immense producteur de fromage qui, lui, va rentabiliser ses achats bien plus vite que le petit producteur qu'il faut qu'il investisse dans la même machine. C'est pas égalitaire. Non. Compétition. Fait que ça c'est un autre de mes combats, c'est essayer de militer pour qu'on légifère en matière de production artisanale du Québec. C'est-à-dire qu'on fasse des lois, parce que c'est pas du tout la même chose. Non. Qu'on fasse des lois pour cette production-là qui diffèrent de la production industrielle. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est rendu, on est vraiment sur les mêmes... Et puis c'est là où ça devient un frein, parce que cette production-là est quand même en danger en ce moment. Parce que les gens qui se lancent là-dedans sont très, très, très fragiles, puis ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de rentabilité. Il y a beaucoup d'enjeux au Québec aussi à cause, dans le cas si on parle de production, dans le domaine des terres agricoles, par exemple, il y a beaucoup de spéculation sur la valeur des terres agricoles. Puis on vend notre eau potable aussi beaucoup ici au Canada. On vend beaucoup d'électricité. On vend beaucoup de matières premières, mais on n'a pas développé ce que moi j'appelle la deuxième et la troisième transformation. C'est-à-dire, au lieu de vendre une source d'eau potable, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire en possédant, puis de rester propriétaire, c'est important aussi pour être autonome. Puis pas dépendant de personne, que la terre t'appartienne, c'est important. Fait qu'on a vendu aussi beaucoup de terres agricoles pour la valeur de la terre, et non pour produire. Un autre combat pour Colombe, militer pour maintenir les terres pour la production agricole. On revient au changement de modèle. Renverser la logique du profit, se réapproprier notre terroir et les connaissances pour manger local et de saison à l'année, adopter des lois pour faciliter la production à l'échelle humaine. C'est très drôle parce que, tu sais, moi, là, de ça, 20 ans, tu sais, on a commencé à parler d'autonomie à la pandémie. Ouais. Et moi, ça faisait déjà 20 ans que j'y pensais. S'il n'y avait pas eu de pandémie, Non. combien de temps Puis là, il est ça aurait midi. pris? Ben non. Puis là, il est midi moins une, là, avant de développer justement des réflexes de changement de modèle. Parce qu'il y a des choses. Ça peut prendre. Non, ça va être long, là. C'est ça. Parce que je te dirais, puis ça, c'est si on commence maintenant, mais là, nos gouvernements sont même pas convaincus encore, fait que ça, va falloir que je m'occupe de ça maintenant. Ben oui, j'ai dit, je vais faire de la politique un jour. toi, on est derrière Ah, vous êtes fait! Merci à toi, Colombe Saint-Pierre, pour ton accueil, ta grande générosité, ta passion, ton engagement. Merci à Alexandre, Anthony, Gaël et Chloé qui avaient rendu cette expérience mémorable. Bonne continuité.